Donc, je vais parler de Claude Code, donc un outil que j'utilise depuis un peu plus d'1 an. Je mets une date sur cette présentation parce que ça se trouve la semaine prochaine, on va changer tout le contexte. J'ai déjà changé 3 fois cette presse en 2 mois, voilà. Donc qui suis-je? Donc je me présente, Florian Lamat, je suis développeur pour OnePoint et j'aide aussi sur le BDX. Donc si vous avez envie d'aider aussi pour le BDX et participer, n'hésitez pas, c'est l'année prochaine. Enfin, c'est dans quelques mois. Et j'ouvre le CFP dans pas longtemps. OK. Donc pour comprendre Claude Code, OK. Pour comprendre Claude Code, faut comprendre aussi ce que c'est un agent et ce qu'on utilise à différentes versions quand on va utiliser Codex ou d'autres outils qui vont utiliser un LLM derrière. Donc, qu'est-ce qu'un agent? C'est ni plus ni moins qu'un outil qui va avoir, qui va construire un contexte, une sorte de mémoire, qui va avoir une palette d'outils qu'on va configurer afin d'exécuter ou de générer quelque chose et qui va pouvoir planifier ses tâches. Et Claude Code, ce n'est ni plus ni moins que ça. Ça fait plein d'autres choses, mais je vais me baser surtout sur la puissance du plan. Quand on va exécuter quelque chose, on veut les avoir dans l'ordre pour que les résultats soient à la hauteur de ce qu'on attend. On va avoir la mémoire qui, je vais en parler un peu plus et je ne vais pas rééditer ce que les personnes ont dit juste avant. Et après, on va avoir des outils qui sont déjà disponibles par Claude afin de rendre le résultat à la hauteur de nos attentes et de rendre un peu plus déterministe le résultat. On va dire, je fais un prompt et je vais voir ce que ça génère et on verra bien. OK. Donc voici une capture d'écran de la documentation officielle de Claude Code. Donc comment ça marche le contexte, chaque fois que j'ouvre un Claude, j'ouvre une session. Une session c'est une suite de prompts et on va pouvoir construire. Donc on parlait de contexte suivant les modèles. Donc là, Opus c'est 1 million et suivant le modèle et suivant l'outil, on va avoir des contextes plus ou moins différemment et qui se dégradent au fur et à mesure. Claude Code met un garde-fou, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur la fin, et quand on va perdre en pertinence, il va te dire « Attention, fais un compact », à un moment, il va falloir faire un compact. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la suite de toutes ces input-output et il va faire un résumé afin de garder le contexte mais que ça prenne moins de place. Il faut voir aussi que ça prend plus de tokens. Et la guerre du token, quand on utilise Claude Code, c'est une guerre du quotidien. Okay. À ne pas confondre avec le contexte engineering, c'est-à-dire que quand on va aller un peu plus loin et déployer des agents sur des environnements, on va construire une surcouche au-dessus afin de construire un contexte spécifique à notre projet. OK. Donc, c'est plus pour un usage poussé. Et là-dedans, en fait, on va le nourrir avec un slash memory de ce qui s'est passé avant afin de le rendre plus fin et plus personnalisé. Et ça se garde même si on tue notre session. C'est-à-dire que quand je fais Claude, quand je fais compact, je vais faire un résumé de mon contexte. Quand je fais clear, je change. Et quand je sors de Claude, je l'ai perdu. OK. La première chose qu'on va faire quand on utilise Claude, c'est un slash init. Et donc, c'est une des premières commandes qu'on va utiliser en Claude. Donc, qu'est-ce que fait slash init? Imaginons, j'ai un Claude qui est installé, je vais l'exécuter dans le répertoire que je veux, et le slash init va construire un Claude.md, et ce Claude.md va être lu chaque fois que je vais utiliser un prompt, et ça va me permettre de configurer l'agent et l'exécution de code par rapport à des règles. Donc, il y a différentes façons, on peut faire des slash agents, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que chaque fois que je vais faire un prompt, je vais lire ce Claude.md. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, parce que justement, je vais montrer un exemple de contexte dans Claude. C'est une capture, enfin, c'est pas une capture d'écran, mais c'est à peu près la même chose, et on va voir un peu plus en détail. Le slash review, donc, ça va permettre surtout quand on le cumule avec un hook, de pouvoir, ou d'autres commandes, de pouvoir faire une review sur le code qu'on va déployer. Et c'est extrêmement puissant, mais il y a beaucoup de modèles qui le font très bien à moindre coût, comme ChatGPT, etc. Donc, mais c'est le principe. Et slash modèle, c'est pour changer le modèle, puisque on va utiliser 3 modèles dans Claude, Haiku, Sonnet et Opus. Si vous êtes riche, mettez Opus, en gros. On va parler de quelques skills, mais très rapidement. Claude, dans sa construction de l'outil, a défini qu'il fallait déléguer des tâches à différents outils, dont les skills, qui sont des compétences, et qui se développent de plus en plus. Avant les skills, on utilisait des MCP à tort et à travers,
Et maintenant, quand on va avoir des tâches vraiment très spécifiques, on va utiliser ça, on va les appeler, et on pourra voir après où est-ce qu'ils sont et comment on les appelle. Il y a aussi les MCP, donc pas refaire le tour, c'est des connecteurs. On ne va pas l'utiliser autre chose que pour connecter à d'autres choses, connecter à d'autres outils. Et notamment, si je prends un exemple, sur la hype sur les MCP, avant on mettait MCP pour tout et rien. Maintenant, on l'utilise vraiment que pour un connecteur et non pas pour définir une compétence ou une architecture, etc. On va plutôt utiliser des skills si on veut des compétences très précises. Okay. Le hook, mon préféré. Quand on veut générer du code, en fait, on va avoir le résultat qu'on souhaite et on va avoir des choses plus déterministes. Et dans ce cas-là, on va utiliser le hook avec à différents étages, donc c'est-à-dire avant d'utiliser la génération de code, ou avant d'utiliser des outils, ou après, etc. Donc ça permet de rendre déterministes certaines choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Des fois, c'est de moins en moins, ça arrive de moins en moins, mais même si dans mon prompt, j'appelais des sous-agents, j'appelais des skills, j'appelais autre chose, en fait, ils n'étaient pas forcément appelés. Tandis que là, on rend quelque chose de plus déterministe. Les permissions, c'est pour moi le plus important. Donc, souvent, qui n'a pas lu un article comme quoi j'ai vidé tout mon projet, tout mon ordinateur, tout mon setup. Et donc là-dessus, on va pouvoir personnaliser les permissions de ce qu'on peut exécuter ou pas. Et d'ailleurs, je vous montrerai, puisque j'ai mis un OpenTelemetry, savoir comment ça s'exécute et comment les outils sont appelés au fur et à mesure avec ce système de permission, de contact avec l'API Cloud et d'utilisation d'outils. Okay. Donc le premier, c'est le mode plan. On fait un Shift Tab dans sa console et avant la moindre exécution de code, on va avoir vraiment le plan de ce qui va être fait, utilisé, avant de bouger n'importe quel fichier. Une fois qu'on a fait ça, le deuxième niveau, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il va utiliser un outil, si ce n'est pas déjà configuré dans le settings de mon répertoire, je vais demander des autorisations afin de maîtriser qu'est-ce qui va être exécuté ou pas. Et après, on peut dire skip les permissions, vas-y YOLO, et puis après, on voit comment ça se passe. Oh, c'est moche ça. Hop là. OK. L'un des derniers outils, ce sont les sous-agents. Bon, je vous avoue, j'en utilise de moins en moins. J'orchestre plutôt des skills. Et là-dessus, en fait, on va avoir un outil qui va être appelé, qui va être parallélisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sous-agents vont partager forcément le contexte de l'agent principal. Donc, si vous avez un système de pyramide, dites-vous que Claude Code, c'est mon agent, je fais un Claude, j'ai mon contexte X secret, et en fait, mes sous-agents vont communiquer forcément avec mon Claude à la racine. Et il n'y a jamais de communication entre eux. Et c'est par ça qu'ils vont pouvoir se paralléliser et qu'ils vont pouvoir construire autre chose. Et ce qui est assez nouveau, bon, ça a plusieurs semaines, mais c'est quand même assez nouveau, c'est le team agent où justement, quand on a des gros projets, on veut que les contextes soient vraiment séparés. Et dans ce cas-là, les agents vont pouvoir communiquer entre eux, sans passer par un orchestrateur, mais ils vont être capables de pouvoir se marcher dessus et d'avoir leur propre contexte et leur propre pertinence. Et enfin, le manager agent, il est sorti il y a 4 jours, 8 jours, je ne sais plus, qui lui, on va pouvoir le mettre sur un serveur et il va pouvoir coder tout seul. En gros, on l'utilise, on lui configure ses permissions, on va lui mettre peut-être des outils, etc. Et derrière, je parle le soir, surtout que maintenant, quand on utilise Claude, on veut utiliser les tokens la nuit, ça coûte moins cher. Et ben ça, en fait, on peut l'exécuter. Ça permet d'automatiser un peu plus l'exécution d'un agent sans qu'on soit là. Donc, à voir s'il va nous remplacer celui-là. OK. Donc, j'ai été assez rapide, peut-être un peu trop. Ça va me permettre de montrer des petites choses. Alors, j'ai détruit la configuration de mon Claude sur mon PC, j'en ai créé une nouvelle. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'on a dans le point Claude au niveau de notre projet quand on l'installe dans notre répertoire, afin de voir tous les fichiers qui sont créés. Quelques commandes, certaines que vous connaissez et d'autres qui sont
Peut-être que vous ne connaissez pas, on verra bien. Donc là, c'est un projet que j'ai créé en quelques heures. Le but, c'est de faire des tâches. Le côté application, on s'en fiche un peu. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est l'outillage avec des hooks, des rules, des skills. On va avoir une configuration de droit dans les settings. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, ça se passe ici. Donc, sur notre repo, chaque fois que je vais demander ou exécuter une tâche ou un script ou quelconque, en fait, je vais allouer des permissions et je vais en refuser d'autres. Comme par exemple, rm-rf, ce qui peut être un truc assez sympa à maîtriser. Derrière, c'est là où je vais retrouver quelques hooks. Donc, avant d'exécuter du code, je veux m'assurer que je ne vais pas supprimer des fichiers ou garder le contexte que je veux de modification. Ou après, si par exemple, je veux mettre un linter, des tests, les scripts, en fait, ce qu'on veut. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cycle de vie de notre exécution d'outils, je vais pouvoir intercepter avant, après, pour faire exécuter des scripts. Le Claude.md qui est construit à la racine et d'autres, comme par exemple des skills qui ont été créés à la main. Voilà. Alors, OK. Donc là, c'est une session, c'est un TUI de Claude. Donc là, c'est par exemple, je vais vous montrer la première commande avec quelques tips pour éviter de cramer du token pour rien. Donc là, c'est un contexte. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'on ouvre une session, on va créer un contexte avec un historique, avec ce qu'on veut, ce qui a été généré et les outils qui sont mis. Là, ce qu'il faut voir, c'est les plugins que j'ai déjà sur mon contexte et surtout, comme ils l'ont montré, en fait, savoir ce que je vais utiliser. Donc là, j'utilise un modèle Opus qui a 1 million de contextes. Donc, ils ont réglé quelques problèmes, donc il est assez pertinent en ce moment, ce qui n'était pas le cas il y a 15 jours. Et donc là-dessus, je vais avoir différents outils qui vont être faits, notamment les MCP. Je vous invite, si vous utilisez Claude, à faire un petit / contexte sur votre machine pour voir quels sont les MCP qui sont loadés et qui sont actifs, parce que ça bouffe du token sans même qu'on s'en rende compte. Là, par exemple, même si j'ai clean ma machine, j'ai lancé un Google Chrome, un MCP Chrome, pardon, et j'en avais un autre quand je me suis connecté à Claude.ia qui ouvre des MCP et qui bouffe du token alors que je n'utilise rien. Il y a aussi une liste d'agents. En fait, chaque fois que je vais construire mon contexte, je vais avoir des agents. Donc là, c'est un plugin Superpower qui est vachement bien, je vous le conseille, si jamais vous ne l'utilisez pas. Les skills et les plugins. Et là, on voit le memory file où j'ai un Claude.md. J'en ai pas plus haut au-dessus de la racine et j'ai un paquet JSON. Donc ça, c'est chargé chaque fois que je vais exécuter un prompt. OK. Il y en a un deuxième que je ne vais pas exécuter, mais je vais vous montrer le résultat, qui est rigolo. Ça s'appelle /insight. Donc, en fait, ça fait une analyse sur les sessions Claude, à savoir comment on l'utilise et ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait en live, ce qui n'est pas très beau, je vous mets. Et donc, en un coup d'œil, on voit rien du tout, parce que c'est loin. Bon, bref, vous pourrez le faire sur votre machine. En fait, ça vous montre comment vous utilisez Claude et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc là, on voit qu'il a galéré sur ASDF, puisque j'utilise ASDF, et quand il fait un NPM, en fait, il ne comprenait pas. Donc j'ai dû mettre un env, un pas spécifique pour dire c'est ASDF. Enfin voilà, mais il y a plein de choses, donc ça permet aussi de faire un point sur savoir si j'utilise bien Claude et les outils qui sont à disposition, même si je trouve que c'est une feature assez kikou. OK. Et donc, il y a aussi une autre config. Bon, j'ai pas l'idée, j'ai pas le truc d'ouvert. Si. Excusez-moi. OK. OK. Donc ça, ce que vous voyez, donc je l'ai créé il y a pas longtemps, enfin je l'ai clean il n'y a pas longtemps. C'est le point Claude à la racine quand vous installez Claude. Et ce qui va vous donner pas mal de contextes ou de choses que vous pouvez voir afin de mieux comprendre comment ça marche. Là-dessus, j'ai branché un OpenTelemetry et je vous montrerai l'exécution d'un prompt lambda avec la chaîne d'utilisation de tools, etc. Donc là, il y a différentes choses. Je ne vais pas tous les détailler. Ce qu'il faut voir, le backup, c'est la version de Claude. Si vous faites un /doctor,
Ça va, si vous n'êtes pas sur la dernière mise à jour, je montre backup qui n'a absolument rien à voir. Cache, pardon. Changelog, donc ça, quand vous faites un /doctor pour savoir si vous êtes sur les bonnes versions, ça, si vous n'êtes pas sur la bonne version, c'est là où ça va taper. Les différents projets, donc c'est-à-dire que chaque fois que je vais faire un point cloud, enfin un cloud dans un terminal, dans un répertoire spécifique et que je fais un init, en fait, je vais diviser mon cloud en différents sous-projets. Le snapshot shell, vu que je vais utiliser énormément bash, à savoir dans quel contexte il va exécuter certaines commandes, etc. Et le /usage data, qui lui est généré quand vous faites un insight, il va mettre des données là-dedans afin de voir les usages et faire une analyse avec une jolie page HTML que vous pouvez voir ici, qui montre le report que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi d'autres choses, c'est l'historique, si vous cherchez l'historique de vos conversations depuis que vous l'avez fait, les credentials et API tokens et les settings à la racine. Et donc là, si je vous montre les settings à la racine, vous voyez ma configuration OTL pour OpenTelemetry. Et donc un prompt, on va grossir un peu tout ça. OK. À 19h, j'ai exécuté. OK. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est comment Claude va orchestrer les outils et comment il va passer de Claude, la request LLM, à l'utilisation d'outils. Et vous voyez qu'il va appeler énormément de choses et il va avoir une logique de cache, une logique de success, une logique de boucle. Donc là, si on regarde ici, on voit que le premier, c'est l'interaction. Donc ça, c'est l'ouverture de ma session. Ici, c'est la request, quand il va contacter Claude afin de savoir ce qu'il va faire. Donc vous voyez qu'il utilise, sans qu'on le voie, cet outil qui va contacter Claude avec le modèle Eiku, parce qu'il n'y a pas besoin d'autres choses. Et avec des ID pour spécifier la session, l'organisation, le modèle, etc. Le process, on s'en fout, c'est ma machine. Et derrière, en fait, ce qu'il va faire, ça va être toujours un jeu entre je vais requêter à Claude quelque chose et je vais utiliser un outil avec des permissions. C'est-à-dire que là, quand je vais regarder l'outil, ici, c'est l'outil que je vais appeler. Donc, vous le voyez au niveau du tag name. Donc là, ici, l'outil, c'est l'agent. C'est pas mal, hein, c'est vachement détaillé. Mais c'est un outil de type sous-agent. Et derrière, quand je vais aller là-dessus, je vais à chaque fois faire quelque chose. Donc, je vais passer par une permission. Cette permission, soit elle est déjà configurée dans mon setting, donc dans ce cas-là, ça va rouler. Parce qu'on va te le demander, et puis dans tous les cas, ça passe toujours par là. Okay. Et à partir du moment où j'ai la permission, je vais exécuter l'outil, et là-dedans, en fait, je vais avoir la configuration de l'outil qui est choisie par Claude, avec la durée et le success. Si ce n'est pas success, en fait, il va reboucler afin que ça soit success. Et quand on va utiliser des scripts bash qu'on exécute, on va avoir aussi un log. Par exemple, je veux, après un hook, exécuter les tests ou exécuter un linter, en fait, je vais avoir le log de l'exécution du linter et la durée que ça prend. Okay, ça ne consomme pas de token, mais c'est ça qui prend du temps. Et Claude, c'est ni plus ni moins que cet enchaînement-là. C'est-à-dire que là, je vais ouvrir une session, et en fait, pour une session qui a duré 5 minutes, ici, j'ai voyez tous les outils qui ont été utilisés. C'est peut-être pour ça que ça coûte aussi un peu, puisqu'il va faire, même s'il utilise énormément de cache par rapport à d'autres outils, comme Codex, mais les modèles sont moins chers, il va se retrouver à coûter plus cher au final. Bon, bref. OK. C'est tout. Non, je vous remercie. J'espère que le troisième talk a été un peu différent, puisqu'ils ont dit beaucoup de choses que je voulais dire. Et j'espère avoir été assez innovant pour ne pas faire de la redondance. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que du coup, au niveau de ton équipe, si vous utilisez tous Claude, du coup, tu aurais une idée à peu près du coût par développeur qui représente l'usage de Claude par mois pour l'entreprise ou pas du tout? Oui, c'est très simple.
Parce qu'en fait, j'utilise pas un compte entreprise qui va avoir une API. Et donc, j'avais vu une interview de Nicolas Martignol, si je dis pas de bêtises, de Mark Market, qui disait qu'il y avait un développeur à 3 000 €, qui utilisait 3 000 € de Claude par mois. Alors moi, c'est un Claude Team, donc en fait, c'est des licences et c'est bloqué puisque je l'ai. Il y a une configuration en tant qu'admin où on peut autoriser le dépassement, où on peut bloquer et voilà. Sachant que j'ai fait un test où à un moment j'ai branché, je suis passé par API et ça coûte bien plus cher que les licences Claude Team. Et du coup, vous êtes à combien en fait, à peu près par mois? 100. 100, il y en a, ils sont à 200, mais on est encore pas dans l'automatisation totale, on est vraiment sur quels sont le code qui mérite aucune plus-value, et ça part. Merci. Ouais. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Petite question. C'est le stream, pardon. Ah oui. Je tiens. Là, moi je commence à essayer de tester un peu les skills, à en faire qui sont custom à mon workflow. Et des fois, je me pose la question de savoir si c'est mieux de le faire d'une telle façon ou d'une autre façon. Donc, j'ai 2 versions du skill qui fait un peu la même chose. Est-ce qu'il y a moyen, alors j'ai vu OpenTelemetry ou des outils, pour en gros benchmarker mes 2 skills qui sont en théorie censés faire la même chose, avec pas le même contenu, et savoir lequel est le meilleur, consomme le moins de tokens, ou ce genre de choses. L'exécution d'un code ne consomme très peu de tokens. Notamment, on peut utiliser, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un truc là-dessus, on peut utiliser un modèle Opus pour la génération du plan, etc. Mais l'exécution de token, on peut utiliser Sonnet. Et il y a quelqu'un qui a fait Sonnet Vehicle. Donc, pour moi, c'est pas ça qui consomme le plus. L'outil, il y en avait un qui fait des skills, mais je vous avoue que au début, je m'amusais à faire des skills à la main, à savoir ce qu'il en est. Et maintenant, j'utilise des plugins parce que j'ai pas envie de réinventer la roue. Et soit mon skill, je le trouve qui fait le taf, soit j'utilise des plugins qui sont déjà validés par l'ensemble de la communauté. Il y avait un outil, mais je ne sais plus si... Ils ont sorti Ouais. Dans les skills V2, ils ont sorti quelque chose pour évaluer les skills, pour pouvoir avoir des boucles d'amélioration. Bah voilà. Bah, je ne le savais pas, donc voilà. Mais c'était celui-là bon, c'est pas grave. Mais allez sur le snap de DevWizzy, hein, vraiment, c'est une source de... Vu que ça change toutes les semaines, ce qui se passe dans le monde de l'IA. Puis en plus, j'ai un ami qui a automatisé la veille rien que sur Slack, et ça marche très bien. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, une question ici. Il fait chaud. Ça serait pour... Est-ce que tu aurais un retour d'expérience de toi-même ou d'autres personnes qui utilisent des modèles en local? Donc, pas forcément... par exemple, avec OpenCode. Oui. Et est-ce que tu as des cas d'utilisation où ça ferait complètement sens d'être en local, et puis des fois, il faut basculer sur les plus gros modèles? Alors, j'ai un ami qui a utilisé Oliama. Pour moi, les modèles locaux que j'ai vus soit dans des articles, j'en ai pas testé. J'ai voulu un moment et ma configuration de mon entreprise m'a tout bloqué. Et, faire des allers-retours tous les jours avec la DSI, c'est assez compliqué. Mais de ce que j'ai vu, ils sont moins pertinents. La preuve, j'ai un collègue qui a fait son propre SDD avec une évaluation des modèles. Et c'est bête à dire, mais si tu n'utilises pas ChatGPT, les modèles Opus et encore les gros modèles, en fait, c'est beaucoup moins pertinent. Et il voit une différence. Il a utilisé Mistral, je ne sais plus quel modèle. Il a 1 fois sur 4 pour arriver à une performance à peu près correcte. Donc, et puis même sur les modèles locaux, tu as des outils comme Bedrock, comme Microsoft Foundry ou Vercel, si je ne dis pas de bêtises, qui hébergent des modèles. Et au final, est-ce que ta machine est prête à supporter un modèle de
qui marche très très bien ailleurs. Je suis pas sûr. Enfin, Excuse-moi, moi j'ai juste un retour d'expérience Ouais. parce que c'est vrai que je l'ai utilisé pas mal ça, enfin, en gros des modèles locaux récemment. Et en fait, j'ai un projet que je fais qui est vraiment pour le fun, mais c'est un projet je fais pas mal de jeux de rôle et du coup je voulais tester de faire un maître du jeu en intelligence artificielle pour voir un peu. Et en fait, très vite, ce qui arrive, c'est qu'on utilise beaucoup de contexte dans ces outils comme Claude et ça coûte vite cher. Et en fait, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux déléguer à une sorte de sidekick qui serait le Robin de Batman un peu, en mode, bah, il est un peu plus bête, mais il est un peu moins cool. Mais en fait, il fait des trucs aussi. Et en gros, c'est assez intéressant de faire un arbitrage. Moi, par exemple, dans mon truc, par exemple, je lui dis, bah, quand j'écris un texte, tu détectes s'il faut faire des jets de dés et tu me dis juste, fais les jets de dés, tu l'envoies à une application Python, ça lance les dés, et ça envoie les dés directement au narrateur, donc ça enlève beaucoup de contexte au narrateur, et donc ça fait que le narrateur prend moins de contexte. Donc en fait, ça peut être utilisé en pair avec un modèle énorme où tu lui laisses la réflexion énorme que tu veux faire, et tu fais des petits trucs bêtes à ton contexte local. Tu peux utiliser un 7-bit ou un truc comme ça. Moi, j'utilise GMA 4, parce que du coup, c'est sorti là récemment et c'est trop bien. Mais voilà. on fait de la pub. Non, je déconne. Ça fait 1 heure que j'en fais. Bah voilà. Non, mais les modèles locaux, est-ce que tu veux vraiment un modèle qui tourne sur ta machine? Enfin, aussi. Enfin, AirGap, je sais pas. J'ai 8 Go de RAM, donc je fais des trucs, voilà. Ah oui, Mais c'est ça. Après, il tourne sur ça. Il faut aussi prendre une carte graphique qui peut faire tourner ça, quoi. Ok. Moi j'ai la chance de pouvoir avoir accès à une Spark avec les 128 Go de RAM. C'est magique. Évidemment. Ça fait moi plaisir. Sympa sur des modèles qui font 30 milliards de paramètres. Et je trouve qu'il y a une pertinence quand même pour faire du développement qui n'est pas complètement hallucinant. Ça fait bien avec des petits modèles. Okay. Oui. C'est ma cap, hein. C'est vraiment avec ce que tu as. Et c'est les modèles. Non, mais pour moi, je pense que ce concept-là d'avoir des modèles qui tournent en local, qui sachent qui tuer, etc., c'est dans une autre étape. Je préfère utiliser des énormes modèles, quitte à tuer des pépés pingouins, parce qu'actuellement, il faut voir ce qui se passe dans les data centers et voir la pertinence. Mais Gemma, ça tourne. Mistral est en train de faire quelque chose aussi qui tourne, et Spark aussi. Voilà. Ouais. Du coup, un grand merci. Okay.